Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de pouvoir faire cette présentation parce que ça me permet une fois de plus de voir que la fonction conseil, accompagnement, en fait, est traversée par les mêmes constats, les mêmes questionnements, les mêmes difficultés. Et c'était une très belle introduction que votre étude, parce que tout y est. La visée d'autonomie, d'émancipation, la difficulté d'être à côté et de ne pas être que sur l'expertise. Alors, ce que je vous propose, je travaille plutôt dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle, avec les missions locales, avec les Cap Emploi, tout un tas de métiers autour de l'accompagnement dans le domaine professionnel. Mes études portent aussi là-dessus. Donc, je vous propose de mieux comprendre à travers des exemples comment se matérialise l'accompagnement dans ces milieux-là pour en faire un rapprochement avec votre milieu. Donc, j'ai imaginé cette présentation d'abord en regardant le fait que l'accompagnement, c'est un mot d'ordre de la commande publique qui est absolument présent sur tous les métiers, dont le travail et l'être humain. Qu'est-ce qui détermine ces évolutions vers l'accompagnement aujourd'hui? Je reprendrai le modèle sociopolitique de Jean Guichard. La dimension politique, un petit zoom, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui différencie les accompagnateurs, c'est la conception qu'ils ont de leur métier et la vision politique qu'ils ont de leur métier, de leur place. Une petite expression sur le terrain de l'accompagnement socio-professionnel, concrètement, comment ça se matérialise à travers un accompagnement et notamment à travers des entretiens. Et puis, j'ai tenté des petites similitudes entre votre contexte et le mien à partir de l'étude sur la cartographie des compétences. Alors, le mot d'ordre est très généralisé. On le retrouve à la fois dans tous les domaines, dans le milieu médical, par exemple, où on est aujourd'hui sur les droits des malades et l'accès à leur dossier médical. On l'a dans la protection de l'enfance, où là, la loi de 2007 permet de passer d'une politique de suppléance, faire à la place des parents, à une politique parentaliste, faire participer les parents à ce qui les concerne. On l'a dans le handicap, avec l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, et un renversement, ce qui était de l'ordre du handicap porté par la personne. On est aujourd'hui sur une société qui en porte la responsabilité parce qu'elle n'est pas ouverte à tous les besoins de tous ses citoyens. Dans les centres sociaux, la CNAF ou la Caisse d'allocation familiale qui finance les centres sociaux, la commande est d'aller vers les habitants. On est là sur une démarche participative, faire en sorte que les habitants participent aux décisions qui les concernent. On l'a également dans le conseil professionnel avec la loi sur le CEP, Conseil en évolution professionnelle, où là, pour la première fois, la posture dont parle Maëla Paul est inscrite dans une loi avec l'idée de la liberté de choisir son orientation, son avenir professionnel. Et enfin, dans le secteur sanitaire et social, depuis 2017, on est sur de l'autodétermination des personnes. C'est pratiquement un changement de paradigme dans tous les métiers dont l'objet de travail est l'être humain. Ce que ça change, c'est que le bénéficiaire de ces dispositifs n'est plus objet d'analyse, mais agent d'analyse de sa propre situation et de ses orientations. On a une répartition des expertises qui est différente. Aux professionnels, l'expertise de l'accompagnement, des outils utilisés, à la personne, l'expertise de sa situation. Et puis, on a un changement de posture professionnelle, puisqu'il ne s'agit plus d'être uniquement sur l'expertise, qui était quand même la pratique majoritaire sur le mode médical, diagnostic, préconisation ou prescription, validation de projet sur la base du réalisme du projet.
Aujourd'hui, on est plutôt à accompagner la personne à se poser les bonnes questions. Vous disiez tout à l'heure que l'accompagnement, c'est quand même la relation dialogique, c'est le questionnement avant tout. Je dirais que c'est aider la personne à comprendre ce qu'elle dit quand elle parle, ses projets, ses besoins. On est à l'aider à rechercher les informations pertinentes et on est à prendre des décisions avec des outils d'aide à la décision, gain coût risque par exemple. Ce qu'on vise, c'est la décision éclairée. Alors, je vous donne deux exemples où cette visée, ce changement de visée vers l'autonomie, l'émancipation, se traduit dans des discours. J'ai choisi le discours de Bertrand Schwartz, qui est à l'origine des missions locales, qui a fait un rapport au Premier ministre en 81, la naissance du coût des missions locales. Dès 69, il perçoit que la complexité de notre société, de nos environnements, devait orienter toutes les pratiques d'accompagnement à permettre aux personnes de devenir agents de changement, de riposter à l'évolution, à la mutation de la société. Là, on n'est pas sur l'autonomie étant considérée comme s'adapter au milieu. On est sur l'émancipation, c'est-à-dire faire bouger le milieu qui nous concerne. Apporter à chacun la prise de conscience de son pouvoir en tant qu'être agissant et de faire des êtres autonomes dans le sens d'être capables de se situer et de comprendre leur environnement, de l'influencer et de comprendre le jeu relatif entre l'évolution de la société et la leur propre, d'être capable de riposter. Et ça, c'est à souligner que c'est en 1969. Les données sociétales n'ont pas beaucoup évolué. On est allé au contraire vers plus de complexité et un niveau d'incertitude assez élevé. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de donner un bout de discours auquel on a beaucoup cru en 2017, le discours d'Emmanuel Macron, qui dit: protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en mineurs incapables, en assistés permanents de l'État, de ses mécanismes de vérification et de contrôle, c'est de leur redonner, et à eux seuls, les moyens de peser efficacement sur leur destin. Tout sera fait pour rendre aux Français cette autonomie qu'on leur a disputée puis confisquée. Ce discours-là vers l'autonomie, ce que je voulais vous montrer, c'est que le développement de l'accompagnement se voit dans les dispositifs, mais aussi s'exprime concrètement à travers des discours politiques. Deuxième point, qu'est-ce qui finalement détermine ces évolutions et notamment le développement de la fonction accompagnement ? Je vais utiliser le modèle de Jean Guichard, qui est un modèle sociopolitique et qui, en fait, nous dit, quand on veut regarder, définir notre pratique, il faut regarder 3 niveaux. Le niveau sociologique, parce que finalement, nous sommes sur des métiers qui consistent à aider des personnes face à des problématiques sociétales. Accompagner aujourd'hui, dans notre société, n'est pas du tout la même chose qu'accompagner il y a 50 ans. Parce que chaque société produit des problématiques sociétales auxquelles les personnes n'arrivent pas à s'adapter. Donc la première chose, c'est de regarder quelles sont ces problématiques sociétales pour comprendre, définir notre place et nos finalités. Le deuxième niveau, dit-il, la science répond à ces problématiques de société d'une certaine façon, invente des orientations en termes de pratiques, en termes de modèles de compréhension des difficultés. Et puis les dispositifs également viennent cadrer les réponses à ces problématiques, les dispositifs étant souvent identifiés à partir de recherches scientifiques. Et enfin, un troisième point qui me semble le point le plus important, et on va faire un zoom sur ce point, c'est les finalités sociales et politiques. Chaque dispositif, mais aussi à l'échelle de l'accompagnateur, cette question des finalités politiques et éthiques se pose sous la forme à quelle société je veux participer, je veux contribuer. Dans cette conception, on considère que les conseillers, les accompagnateurs de terrain concentrent le maximum de responsabilité et de pouvoir sur l'orientation de notre société. C'est parce que
j'accompagne d'une certaine façon les publics que j'œuvre pour une société différente. C'est pas pareil d'être sur l'accompagnement sans juger, sans valider ou invalider un projet et de permettre à ces personnes d'accéder au statut social qu'ils désirent, que d'accompagner une personne dans une logique déterministe, c'est-à-dire dans une logique de mise en relation de leur profil avec ce qui existe sur le terrain. C'est deux projets politiques différents. Alors, pour vous donner un exemple de ce rapport entre ces trois niveaux, dans quelle société nous sommes aujourd'hui, j'ai repris 4 éléments des sociologues, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Société d'incertitude, d'imprévu, c'est des choses que j'ai vues dans vos études. On est dans une société de crise où on a du mal à anticiper ce que sera demain. On a du mal à avoir des parcours professionnels linéaires. On est souvent dans des ruptures. On parle de nomadisme professionnel. Et c'est difficile de gérer cette incertitude. On voudrait on voudrait que le conseiller nous apporte quelques certitudes. On est sur des pertes de repères identitaires. C'est Monsieur Dubé, sociologue bordelais, qui nous parle du déclin des institutions. Aujourd'hui, les valeurs sont à construire personnellement et à les défendre. Chaque individu a ce travail à faire. Et du coup, on a un phénomène sociétal qui est la perte de sens, c'est-à-dire l'incapacité à dire pourquoi je me lève le matin. Perte du sens dans la vie personnelle, professionnelle, qui est peut-être aujourd'hui la caractéristique le plus importante des demandes d'accompagnement dans nos milieux socioprofessionnels. On a une augmentation de la vulnérabilité avec le sentiment d'impuissance, l'immobilisme. Les personnes préfèrent rester dans la situation inconfortable dans laquelle elles sont plutôt que de bouger, parce que face à une société d'incertitude, bouger est plus risqué que de ne rien faire. Donc on a beaucoup de conseillers qui s'agitent pour trouver des solutions sur un mode d'expertise et des personnes qui mettent beaucoup d'énergie à mettre à mal ces solutions trouvées par les personnes. Et puis, on est dans une crise de la démocratie participative. Hein. C'est l'objet des centres sociaux que d'aller vers les habitants et de leur faire reprendre goût à la participation, à la décision des décisions qui les concernent. Et là, on a le maître mot de la participation et de l'implication des personnes. Du coup, au niveau scientifique, les réponses qui nous sont faites, c'est des approches autour du développement du pouvoir d'agir. Vous êtes concernés par cette question-là. Parfois, on parle d'autonomie, parfois, on parle d'émancipation. Des approches constructivistes. Alors, les approches constructivistes consistent à être centrées plutôt sur les représentations de la personne, sur ses croyances, sur ses points de vue, pour l'amener à construire quelque chose qui ait du sens, l'amener à construire des voies accessibles de son point de vue plutôt que du point de vue du conseiller. On est sur des pratiques aller vers, je vais pas m'étendre avec des dispositifs évidemment qui vont vers les personnes qui sont accompagnées par aucun dispositif. Vous avez un exemple à Bordeaux qui s'occupe de ces publics-là avec la particularité de n'avoir aucune catégorisation et d'accueillir tous les publics sans leur demander pourquoi ils viennent au départ et de créer la relation. Et puis, on a les visées d'un individu réflexif, d'un individu autonome, acteur, auteur de sa vie. C'est la visée de tous les dispositifs quand on parle de participation ou quand on parle d'assumer son parcours personnel et professionnel. Enfin, on a de nouveaux référentiels qui apparaissent, qui sont très diversifiés, sur les compétences à développer, qui consistent à se poser la question, étant donné que nous sommes dans une société telle qu'elle est, avec les problématiques telles qu'elles présentent, du coup, quelles sont les compétences indispensables à avoir pour tout citoyen pour faire face à cette société. Et on a des référentiels compétences, comme par exemple dans les missions locales, où apparaissent des compétences autour de savoir analyser
une situation, comprendre le monde et le traduire pour soi, savoir trouver l'information et en éprouver la validité, c'est des nouvelles compétences qui apparaissent dans les missions locales. Et enfin, au niveau politique, je vais faire un petit zoom sur une recherche que j'ai menée en mission locale et qui permet de voir qu'en fait, 3 conceptions du monde s'affrontent dans cet accompagnement socio-professionnel. Ces conceptions sont libérales, protectionnistes ou solidaires. Alors, pour arriver à ces données, en fait, pendant 2 ans, je suis intervenue dans une mission locale rurale où j'ai interviewé 12 conseillers. Je leur ai demandé de me fournir l'enregistrement d'entretiens réels, plusieurs enregistrements par conseiller, donc 114 situations réelles et 88 jeunes que j'ai interviewés ensuite. Tout ça pour voir qu'est-ce que disent les conseillers sur ce qu'ils font, mais aussi qu'est-ce qu'ils font réellement à travers les enregistrements d'entretien, et enfin, qu'est-ce que ça produit dans le discours des jeunes. Et c'est là qu'on trouve 3 modèles de conception du monde. Premier modèle, c'est la considération que nous sommes dans un monde de compétition, un monde où le meilleur gagne, et on va y trouver toutes les pratiques d'expertise, c'est-à-dire que les professionnels de ce monde considèrent, ça a toujours été comme ça, c'est une donnée indépassable, c'est une norme indépassable, c'est toujours le meilleur qui gagne. Donc du coup, ils sont sur considérer le monde comme un vaste champ de compétition où il faut s'adapter, il faut être flexible, et on est plutôt là sur des conceptions adéquationnistes. Si je respecte mon profil et l'offre d'emploi qu'il y a autour, je vais trouver une place. La conception des individus de ces conseillers, c'est un individu fondamentalement responsable de là où il est. S'il n'est pas en emploi, c'est qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour y être, c'est qu'il ne connaît pas les codes. C'est une conception d'un individu responsable, volontariste et actif surtout. Du coup, comment ces conseillers considèrent leur action? C'est des coachs sportifs qui vont entraîner à cette compétition et qui vont entraîner les personnes à être meilleures, à s'adapter. C'est le conseiller qui sait, qui connaît les codes, on n'est pas dans une relation d'équité, et qui va valoriser les bons comportements et donner les moyens de développer ces comportements. On est là sur de l'enseignement, de la transmission. Ce qu'ils veulent produire, un individu actif, donc des démarches entreprises par la personne et des réussites dans les actions, des projets réalistes. On a beaucoup été sous ce couvert de projets réalistes, et c'était aux conseillers d'évaluer si le projet des personnes était faisable ou pas. Aujourd'hui, on dit liberté de choisir son avenir professionnel, mais les projets doivent avoir un caractère réel et sérieux. Donc, l'évolution est lente quand même. Et l'indicateur de réussite, c'est le taux de placement. Longtemps, la dimension, le champ socio-professionnel a été évalué sur un seul critère, quantitatif, le taux de retour à l'emploi ou d'entrée en formation. Deuxième monde, on vit dans un monde profondément injuste. Injuste, complexe et qui est excluant. Là, on va retrouver toutes les pratiques d'assistance. Même conception du monde, ça a toujours été comme ça, c'est des normes indépassables. Il y a toujours eu complexité et ces personnes-là font porter la responsabilité de cet état plutôt à la pénurie de l'emploi. Donc, autrement dit, c'est plutôt la société qui est responsable de cette situation de personnes qui n'ont pas de travail. Et on est dans une conception un peu déterministe et fataliste. Ce qui veut dire qu'ils ont une conception des publics comme étant fragiles, déterminés par ses freins et sa situation. Et ces professionnels sont plutôt des coachs en cocooning, je dirais, positivistes pour l'individu, avec le même sentiment d'impuissance que le public, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas à l'évolution des situations de leur public. J'avais une conseillère qui me disait « j'ai une catégorie à s'occuper des bénéficiaires du RSA ». Elle me disait « j'ai une catégorie de bénéficiaires, je les appelle mes petits boulets ».
Alors, ces petits boulets, elle était extrêmement vaillante et active. Elle leur faisait obtenir toutes les aides possibles. Elle les défendait tant et si bien que quand ils passaient en commission susceptible de leur enlever le RSA, les gens autour de la table, qui étaient pourtant les responsables managers et les politiques, demandaient si la personne qui était sur la sellette n'était pas accompagnée par cette dame, parce que dans ces cas-là, on n'y touche pas. En même temps, elle disait qu'elle aimerait bien faire autre chose, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? On voit bien là la relation de dépendance, du coup, avec son conseiller. Elle était dans la compassion, la compréhension, et elle protégeait son public. Qu'est-ce qu'ils veulent produire? De l'estime de soi. Souvent, ils disent je veux qu'ils soient plus en confiance, je veux les réassurer. Et en fait, leur indicateur de réussite, c'est que la personne sorte du bureau en étant avec le sourire, en étant mieux que quand elle y est rentrée, de ne pas être inquiétée et qu'elle obtienne les aides. Et puis, il y a un troisième monde en émergence, qui est un monde de solidarité. Ce qui va différencier les professionnels de cette catégorie-là, ils pensent aussi que le monde est un monde de compétition. Ils pensent aussi que le monde est profondément injuste. Mais ce qui les différencie, c'est qu'ils considèrent que ce n'est pas des normes indépassables. C'est dépassable. Et pour eux, leur action sur le terrain, ils ne sont pas obligés d'accepter la compétition ou d'accepter l'injustice. Donc ils ont une conception constructionniste et solidaire du monde, avec une conception de l'individu qui est totalement différente. Ils considèrent, à la manière de Rogers, que toute personne peut évoluer d'où qu'elle parte. Du coup, leurs pratiques sont très différentes. On est sur un conseiller neutre et émancipateur, dans une posture de retrait, parce que ce qu'ils ne peuvent pas deviner, c'est par où va passer la personne, vers où elle va évoluer. Du coup, ils ont plutôt des pratiques basées sur le questionnement, on pourrait dire de l'accompagnement, et à travers une relation instaurée, ils considèrent que la relation de travail de qualité, créer les conditions, c'est le plus important dans une relation d'accompagnement. Et à travers cette relation instaurée, ils visent le développement du pouvoir d'agir par le questionnement et par l'utilisation d'outils de réflexion qui permettent à la personne de mieux comprendre la situation dans laquelle elle est et d'envisager des options accessibles pour elle. Donc on parle ici d'agir sensé. L'agir sensé, c'est l'action qui a du sens, qui a de la valeur pour la personne et qui est accessible, c'est-à-dire où elle estime qu'elle a quelques chances de réussite. Quand on est dans une pratique expert, on a tendance à proposer des choses extrêmement intéressantes, mais peut-être que les personnes ne s'en sentent pas la capacité. On est également sur le pas d'après, c'est-à-dire la plus petite chose qui pourrait amener un changement. Par exemple, les Canadiens accompagnent les femmes battues sur cette question-là, où il s'agit de faire un état des lieux de la situation pour repérer quelque chose qui aurait du sens pour elles, de la valeur et qui serait réussi, pour réinstaurer cette dynamique de penser qu'elles peuvent encore agir sur leur situation et la faire évoluer. Et puis les indicateurs de réussite, du coup, c'est l'empowerment, c'est la personne qui est capable de dire le sens de sa vie, c'est la personne qui est capable de prendre des décisions éclairées, le professionnel étant sur l'éclairage et non pas la décision. C'est l'action et c'est le mouvement. Du coup, sur le terrain, ce que j'observe dans les équipes, quand j'ai des équipes complètes, c'est qu'il y a une forme d'opposition entre policiers et sauveurs. Ça, c'est des mots qui sont utilisés par Yann Le Bossé, le père du développement du pouvoir d'agir, ou qui repère lui aussi ces deux postures, policier étant plutôt sur l'expertise, le premier monde, c'est-à-dire repérer que la personne, demander à la personne d'être active et contrôler le fait qu'elle soit active. On est là dans les pratiques de France Travail, où leur fonction première est quand même
enfin première ou secondaire, mais est quand même le contrôle de l'activité des demandeurs d'emploi. Et puis sauveur, c'est à protéger la personne des situations qui lui échappent et en fait sur lesquelles elle n'a pas toujours le pouvoir d'agir. Je vous ai mis, je ne vais pas le lire parce que j'ai beaucoup trop de diapos par rapport à ce qui m'est imparti. Donc je vous ai mis l'opposition que relève Jean Guichard. Jean Guichard est plutôt dans l'orientation scolaire et donc a beaucoup défendu des pratiques éthiques pas basées uniquement sur les résultats scolaires et la profession des parents. Et puis, deuxième opposition entre l'expertise et l'accompagnement. Comment j'accompagne les personnes? Quelle vision, quelle finalité et quel principe d'action? Et là encore, on a cette opposition entre accompagner vers des résultats de placement, des résultats d'entrée en formation, ou accompagner les personnes à accéder à ces désirs d'évolution sociale. Avec bien évidemment une frontière qui n'est pas aussi claire que ça. Hein, c'est des colorations de pratiques et surtout c'est des disputes professionnelles dans les équipes qu'il est souhaitable de permettre parce que c'est dans ces disputes professionnelles que se construisent les indicateurs d'un métier dont on n'a pas aujourd'hui très clairement les indicateurs parce qu'on n'a pas de concertation entre pairs pour construire ces indicateurs. Et ce que nous dit Yves Clos, c'est qu'il n'y a pas de bien-être sans bien faire. Si je ne peux pas de temps en temps avoir la certitude que j'ai fait du bon boulot, alors je peux développer des formes de mal-être au travail par l'incapacité d'évaluer la qualité de mon travail. Et ça, c'est compliqué parce que parfois on estime qu'on a fait un bon accompagnement et la personne nous dit que c'est à peu près n'importe quoi et qu'elle n'a rien appris. Puis parfois on a l'impression de ne pas avoir tenu les engagements et la personne revient en nous disant ce que vous avez dit à ce moment-là a changé le cours de ma vie. C'est très lourd à porter. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne reconnais pas vous avoir dit cette chose-là et je ne vois pas comment ça peut changer le cours d'une vie. Quand une dame m'a dit « grâce à vous, j'ai divorcé », j'ai repris le chemin des études et 6 ans de galère dans une thèse pour répondre juste à cette question. Qu'est-ce que je fais quand j'accompagne quelqu'un ? Alors, les visées d'autonomie, je voulais vous parler du coup de qu'est-ce qu'on fait dans les équipes pour amener à être à la hauteur de ces visées d'autonomie. En tout cas, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que je propose dans mes formations. Tout d'abord, on travaille sur la relation d'accompagnement. La relation de travail, elle n'est pas donnée parce qu'il y a un demandeur qui arrive et quelqu'un qui peut lui apporter des choses. Elle est à co-construire. Et il s'agit plus de créer les conditions pour que la personne se sente libre de parler, se sente libre de dire son véritable problème. On entend bien dans les entretiens d'accompagnement ce moment-là où la personne nous dit « je vais tout vous dire ». Et il s'est passé quelque chose avant pour que la personne en arrive à faire suffisamment confiance pour dire l'énormité de son problème. Et elle commence d'ailleurs en disant « vous allez trouver ça ridicule ». Donc la relation à construire, c'est le contrat d'engagement avec une répartition des expertises. C'est sur cette question de cadre sur lequel il faut être clair. Qu'est-ce qui relève de l'expertise du conseiller? Qu'est-ce qui relève de l'expertise de la personne? Peut-être que le conseiller, il est expert de l'accompagnement, de la conduite d'entretien, des outils à utiliser, de la mise en confiance des personnes. Et la personne, elle est expert de sa vie et des solutions, ce qui fait qu'on est dans une cour, on entend beaucoup ça dans les appels d'offres, il faut co-construire, co-partager, co-partout, co-construire ici dans le domaine socio-professionnel le problème et les solutions, le petit pas. Et puis, on est sur la conscientisation. Conscientisation des pratiques, ce que j'observe pratiquement à 100% quand je fais de l'analyse de pratique, ce que disent les professionnels de ce qu'ils font
sur le terrain est toujours moins intéressant que ce qu'ils font réellement. C'est-à-dire qu'on a une forme d'inconscient des pratiques. On ne peut pas travailler, se regarder travailler et produire du savoir sur ce qu'on fait. Donc, accompagner la conscientisation des pratiques, pour moi, c'est d'abord savoir alterner les deux postures. Vous avez identifié 3 champs, dont 2 correspondent en fait aux postures d'accompagnement et aux postures d'expertise, et les utiliser à bon escient, suivant l'objectif de travail. C'est vrai que quand il s'agit d'aider la personne à comprendre la situation dans laquelle elle est, peut-être que la posture du tenir conseil en retrait, très questionnante, est plus intéressante que la posture d'interprétation de la vie de l'autre. Mais quand il s'agit de lui donner des informations, de lui faire comprendre un dispositif, alors la posture d'expert est la seule peut-être qui va nous permettre de réaliser cet objectif. Mais tout ça se fait de façon intuitive. Tout mon travail consiste à amener des professionnels à être conscients de cette alternance des postures et de la maîtriser par une vraie décision sur j'y vais comment, j'y vais en tenir conseil ou en donner des conseils. Puis, il y a l'entretien. L'entretien, c'est extrêmement rigoureux, c'est méthodique. Il y a des fondamentaux, notamment le fondamental qu'il faut d'abord co-construire la compréhension de la situation avant de proposer quoi que ce soit. On voit un réflexe dans les pratiques d'accompagnement. On me demande quelque chose, hop, je réponds. Il y a vraiment une relation très rapide, trop rapide. Or, comme vous le disiez, le problème, les personnes ne viennent pas avec un problème clairement identifié, avec une demande et des besoins clairs, clairement identifiés qui peuvent transmettre. C'est à construire. Si les personnes percevaient clairement leur situation et le problème, je crois qu'ils n'auraient pas besoin de nous, en fait, pour régler leurs problèmes. Centralité dans tous les métiers de l'accompagnement, c'est justement cette question d'amener l'autre dans une APS, analyse partagée de situation, où c'est le P qui est le plus important. Comment j'amène la personne à comprendre? On est sur une décentration du lieu de compréhension. On était sur la compréhension du professionnel. On est aujourd'hui sur la compréhension de la personne. Ce qui est différent du diagnostic. Le diagnostic réfère au cadre de référence du conseiller, il est basé sur des études. Alors en mission locale, on considère qu'il faut d'abord régler les freins avant d'amener à l'emploi. Donc le diagnostic va porter sur tous les freins identifiés par la recherche, le logement, la santé, les addictions, etc. etc. Aujourd'hui, être sur de l'APS, c'est plutôt aller chercher le point de vue de la personne sur sa situation. Elle n'a pas de logement, mais ce n'est pas un problème. C'est peut-être pas ce sur quoi il faut travailler. Et puis, comme vous le disiez, le questionnement, le processus de questionnement est majeur parce qu'on est sur aider la personne à comprendre ce qu'elle dit quand elle parle. Là encore, on est sur des approches constructionnistes du langage. Le langage sert à construire la réalité et pas que la décrire. Et ce que je dis va devenir ce qui est. C'est parce que j'estime que j'ai aucune chance de réussite que je vais avoir un comportement qui va m'amener très exactement à ce que j'estime en amont. Et enfin, la visée d'émancipation. Et quand on dit émancipation, ça veut dire que dans l'instant de l'accompagnement, de l'entretien, on est là pour régler une situation qui se présente ici et maintenant. Mais si on vise l'émancipation, alors on est aussi avec cette préoccupation de lui transmettre des outils de réflexion, une certaine posture face à la problématique, au problème, une posture qui serait proactive, c'est-à-dire d'affronter ce problème-là en essayant de comprendre la situation. Bref, aujourd'hui, il faut qu'on transmette nos outils qui nous permettent de travailler avec les personnes et qu'on s'assure qu'ils se les approprient parce qu'ils auront à les utiliser ailleurs, dans d'autres circonstances et surtout sans nous. Je passe là pour pas être... Je voulais vous mettre quelques outils que nous utilisons assez souvent. Par exemple, là, l'outil d'analyse partagée de situation. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'on met vraiment l'éclairage sur les croyances de la personne, les points de vue, c'est-à-dire ce que pense la personne sur son environnement, sur ses possibilités, sur qui elle est. Et on valorise cette compréhension-là
Avant, on était sur aller repérer des croyances, aller repérer des représentations stéréotypées et expliquer aux personnes qu'elles ont tort de penser ce qu'elles pensent et qu'elles ont tort de faire ce qu'elles font. Aujourd'hui, on considère que la représentation ne peut évoluer chez les personnes que si l'évolution elle vient de l'intérieur, si on lui permet de mettre à l'épreuve ses représentations et non pas si on lui explique avec tous les arguments, tous plus valables les uns que les autres, qu'elle a tort. Et je voulais vous donner des exemples concrets d'entretien, par exemple là en mission locale, pour que vous repériez l'expertise du conseiller, l'expertise de la personne. Là, il s'agit d'un jeune, c'est moi qui mène l'entretien et la conseillère m'observe parce qu'on est dans une relation de formation. Et donc, il postule sur un poste sur lequel il envoie beaucoup de CV, il n'a jamais de réponse. Donc, je vais lui proposer de se mettre à la place du recruteur et de répondre à la question à ton avis, qu'est-ce qui fait que l'on trouve un emploi dans le métier que tu vises? Il me donne des réponses que vous avez en première colonne. Ces réponses-là, on peut considérer que c'est ces représentations. Voilà ce qu'il faut pour être recruté. Et puis, dans chaque colonne qui suive, faire évoluer une représentation de l'intérieur, c'est de lui proposer des outils de réflexion. Donc, je vais lui demander de hiérarchiser du point de vue de l'employeur, qu'est-ce qui est le plus important, on met 1 et ensuite jusqu'à épuiser toutes les réponses qu'il me donne. Et puis, je vais lui proposer de pondérer et de mettre des points sur ce qui est vraiment, vraiment important pour un employeur. Il en identifie 3. Je ne porte pas de jugement sur le fait qu'il donne plus de points au 3e critère. On a une formation, on a la bonne formation, et qui donne moins de points au critère qu'il a positionné en 2, c'est-à-dire on a de bonnes compétences. Il faut savoir que ce jeune n'a ni la formation, ni l'expérience sur le métier qu'il vise. Du coup, je vais lui demander de s'auto-évaluer sa candidature par rapport aux critères qu'il a identifiés pour être en poste. Il se donne des points, je vais lui demander sur quoi agir. Et il me dit sur bonnes compétences, avoir de l'expérience, comment, en allant en stage. Et là, j'ai la conseillère qui vraiment explose parce que ça fait 3 mois qu'elle lui dit tu devrais faire des stages et que lui dit obstinément jamais de la vie. On profite des jeunes avec ces stages, je ne veux qu'un CDI. La différence là, c'est que j'interviens aucunement sur sa décision et sur la voie accessible. Juste, j'accompagne la réflexion de ce jeune-là sur cette question-là. Il y arrive tout seul. Autrement dit, l'expertise du conseiller, c'est les colonnes avec les outils cognitifs qu'il va utiliser pour faire évoluer la représentation. L'expertise de la personne, c'est tout ce qui est en orange clair, c'est-à-dire ses propres réponses qu'à aucun moment je ne mets en jugement. Je peux parfois demander plus précisément qu'est-ce que vous voulez dire, ou je peux demander c'est-à-dire pour avoir pas mal de réponses. Ça s'appelle le tableau critérié et en fait, ce tableau-là est un des principaux outils pour faire évoluer des points de vue, des peurs, des craintes. Dès qu'on a une liste, on peut utiliser ce type d'outil. Et puis, je voulais vous parler d'un entretien qui me tient particulièrement à cœur. C'est un conseiller qui, en analyse de pratique, vient en disant qu'il a raté son entretien. Il s'agit d'une jeune handicapée mentale qui vient avec sa maman. Sa maman dit au conseiller, voilà, on me propose un ESAT, mais je ne suis pas d'accord. Le conseiller lui dit, est-ce que je peux rencontrer votre fille seule? Et il va lui proposer un petit outil, il va lui demander, je vous propose de voir comment ce serait bien le centre et comment ce serait pas bien ou difficile. Il adapte son outil au niveau de la personne, de la jeune fille, et elle répond, ça serait bien pour faire des amis. Elle donne ses réponses, il la pousse un peu en lui disant quoi d'autre, et il obtient ce tableau-là. À la fin, il lui demande, alors est-ce que vous pouvez prendre une décision? Et elle lui dit non. Et c'est sur la base de ce non qu'il pense avoir raté l'entretien. Sauf qu'il en a fait une trace écrite. Je milite pour les traces écrites. Si on veut que les personnes s'approprient des outils de réflexion, des outils de décision, alors il faut leur donner à la fin de leur entretien ce qui nous a permis de les faire passer du questionnement
qu'ils avaient au début de l'entretien à des réponses en fin d'entretien. Je pense que pour les personnes, bien évidemment, la réponse est importante, mais peut-être que le plus important, c'est la manière dont on y arrive avec ces outils-là. Donc, ils donnent le support à la maman. Et en fait, la maman reviendra après pour dire non, mais finalement, on va répondre à l'ESAT. Ma fille a envie d'y aller. Et ça, c'est très louable parce que donner à voir et défendre le point de vue d'une handicapée mentale, c'est pas si courant que ça, déjà. Et la trace écrite va permettre de discuter en famille des options, de comprendre que la jeune souhaiterait tenter les AT et de changer de position pour la maman. On ne pouvait pas obtenir une réponse à la fin de cet entretien parce que tout simplement c'est la maman qui décide. Mais par contre, on pouvait faire valoir le point de vue de cette jeune handicapée à travers une trace écrite et un outil très simple. Voilà, je vais passer. Donc, centration sur la personne et les questions d'explicitation. Les processus de questions sont beaucoup plus intéressants que les réponses, en fait. Je vais vous poser un petit exercice. Voilà, une collègue vous dit à un collègue, de toutes les manières, c'est difficile de réussir un accompagnement. Et ma question, c'est qu'est-ce qui est dit dans ce qui est écrit ? Vous pouvez peut-être imaginer la réponse que vous apporteriez si, en formation, je vous disais qu'est-ce qui est dit dans ce qui est écrit. Alors, vous la gardez dans votre tête, je ne vais pas faire une interro. Mais voilà les réponses que j'ai majoritairement, quel que soit le public, conseiller mission locale, formatrice infirmière, quel que soit le public en termes d'accompagnateur, on me dit c'est une fatalité. C'est une croyance qu'elle a, la personne. C'est une demande d'aide de la collègue. Elle manque de confiance. On me dit aussi, elle se donne des excuses. On me dit, la personne est incompétente. Ou on me dit, c'est impossible de réussir. C'est à peu près toutes les questions, il y en a d'autres, qui traversent l'esprit quand je demande qu'est-ce qui est dit dans ce qui est écrit. Or, les 3 premières, c'est de l'interprétation. Aucune info n'est indiquée dans la phrase. Les 2 suivantes, il y a le « elle ». Or, il n'y a aucun marqueur de personne dans cette phrase. Aucun marqueur du locuteur. C'est une phrase très généraliste. Le 3e, c'est « la personne est incompétente ». Et si c'était l'inverse, parce que je tire cette petite phrase d'une analyse de pratique avec une formatrice en coiffure qui est très énervée par une de ses apprentis parce qu'elle rentre en TP teinture de cheveux en disant cette phrase. De toutes les manières, c'est difficile de réussir une teinture. Sauf qu'elle, elle le réussit parfaitement bien et qu'elle sape le moral de toutes ses collègues dès l'entrée dans le TP. Donc, au contraire, c'est une marque de compétence. Et puis, difficile, c'est pas impossible. De ce petit exercice, évidemment, on en conclut, et c'est normal que quand on entend quelque chose, on le traduit dans nos propres cadres de référence. Cadres de référence qui font référence à notre histoire, nos conceptions, ce qu'on perçoit aussi en non-verbal. Et cette faculté à interpréter à peu près tout est une faculté que vous possédez, que je possède, et qui est quasiment automatique. L'accompagnement, c'est mettre à distance tout ce qu'on peut se dire quand on entend l'autre dire quelque chose. Et pour finir cet exercice, en fait, je demande qu'est-ce qu'il faut questionner dans cette phrase pour comprendre la réalité de cette personne. Maëla Paul dit « Écouter, c'est entendre le monde dans lequel vit un autre ». On va poser des questions sur à peu près tout. Toutes, toujours, vous avez un contre-exemple. On va poser des questions sur manière. Qu'est-ce que vous entendez par manière? Quelles sont les manières que vous connaissez? On va poser des questions même sur le C, parce que le C est aujourd'hui, donc on peut demander difficile aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. Depuis quand c'est difficile? Qu'est-ce qui rend difficile l'accompagnement? Évidemment, on va questionner difficile, avec qu'est-ce qui est difficile? Difficile pour qui? À quel moment c'est difficile? C'est peut-être pas tout l'accompagnement, c'est peut-être pas difficile pour elles, mais plutôt pour les personnes, parce qu'elles arrivent en mauvais état.
On va poser des questions sur réussir. Qu'est-ce que c'est que réussir? C'est quoi vos indicateurs? À quoi vous voyez que c'est réussi? À quel moment c'est réussi pour vous? À quel moment vous pouvez l'évaluer? Et évidemment, des questions sur l'accompagnement. Toutes ces questions ont une caractéristique commune, elles sont courtes, et ce que dit Vermeersch, le père de l'explicitation, c'est qu'elles sont vides de contenu. Il n'y a pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qui est dit. Par contre, elles sont très orientées sur obliger la personne à réfléchir ce qu'elle dit quand elle parle, à être plus précise et à aller explorer le monde dans lequel elle est, qui fait qu'elle a une triste mine quand elle nous dit ça. Et plutôt que quelque chose que j'ai longtemps pratiqué, consoler la personne qui dit ça, lui montrer comment il faut faire, lui dire que c'est la meilleure des accompagnatrices que je connaisse, plutôt que de faire ça, peut-être que c'est plus utile aux personnes que de lui permettre de mieux comprendre la situation. Et puis pour finir, je ne sais pas où on en est. Bon. Pour finir, j'ai regardé dans votre étude vers un référentiel de compétences de l'accompagnement dans le secteur culturel et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui est commun. J'ai trouvé 4 éléments, mais il y en a d'autres. Et en fait, quand je regarde l'enquête qu'on nous a distribuée aujourd'hui, je n'ai trouvé que des points communs entre ce secteur socio-professionnel et ce que vous faites, notamment sur la posture de facilitateur, de coopération, sur le questionnement qui est commun à tous les dispositifs, jusqu'où s'arrête mon métier. Travailler sur l'incertitude, vous êtes également, mais il n'y avait pas de raison de penser que vous alliez être épargné de l'incertitude ambiante, sauf que vous, c'est peut-être travailler dans l'incertitude et sur l'incertitude, parce qu'il y a un ensemble d'éléments de contexte qui vous positionnent dans une forme d'incertitude et les personnes arrivent avec cette envie d'être rassurée sur des choses et puis comprendre, élucider la demande parce qu'elle n'est pas donnée d'entrée de jeu, vous l'avez précisé tout à l'heure. Donc là, je peux passer très vite parce qu'en fait, j'ai copié-collé des éléments de l'étude où on retrouve ces éléments-là. On est bien sur une posture de facilitateur. Vous parlez de rendre capable, autonome une personne. Vous parlez, enfin c'est les verbatims des personnes interrogées, d'une démarche globale de changement, actionnant des leviers de transformation pour créer des espaces de changement. C'est vrai qu'on n'amène pas à l'autonomie, on crée les conditions pour que la personne accepte en connaissance de cause, parce qu'on a élucidé la relation qui allait nous lier, on a posé un cadre clair, précis, une répartition des expertises, alors la personne accepte en connaissance de cause de participer à cet accompagnement, de nous faire confiance et de nous dire ce qui la préoccupe. Donc on est sur une posture non interventionniste avec ce fameux contrat d'engagement réciproque et éclairé. Atteindre ces objectifs, ceux qu'elle s'est elle-même fixés, c'est un verbatim qui revient aussi, qui démontre bien à la fois de la posture et à la fois des finalités politiques d'émancipation et d'aide sur le projet de la personne. Alors, le questionnement, il porte essentiellement sur des différences de public. Parfois, je comprends en un coup quel est le projet, et puis parfois, il me faut plusieurs entretiens. Est-ce que c'est sur cette base qu'il faut distinguer l'accompagnement avec ceux qui ont besoin de plus, de plusieurs entretiens, du conseil avec ceux où on peut se permettre de donner les informations nécessaires aux questions avec lesquelles ils viennent? On a beaucoup discuté dans le milieu que je connais bien de cette question-là. On se rend compte quand même que même quand la demande est claire, en fait, questionner un petit peu la situation autour, ne serait-ce que pour savoir à quel moment il peut y arriver, il peut arriver à un imprévu, quelque chose qui remette à mal le projet, et sont des questions intéressantes. Donc peut-être que l'égalité de traitement, l'équité de service serait de faire de l'accompagnement et en tout cas d'avoir des temps d'accompagnement, quel que soit le public. Et puis on a 2 niveaux de réflexion, comment infuser du pragmatisme dans leur projet. On sent bien le côté réalisme du projet ou mise en action concrète et pragmatique du projet, faire évoluer un projet sans le conformer, toute
tout le talent, on est des artistes dans l'accompagnement, réside dans cette question-là. Comment être présent, questionnant, sans faire renoncer ou sans laisser entendre notre point de vue sur le projet de la personne. Et je vois que dans certains entretiens, je pense notamment aux jeunes des missions locales, les jeunes sont extrêmement pertinents pour savoir sur quelle posture vous êtes. Je reprends comme exemple cette jeune fille qui vient avec un projet d'être routier et son conseiller lui pose en premier lieu, première question, est-ce que tu connais les prérequis? Cette petite jeune fille fait 1,50 m, toute fine, toute maquillée, apprêtée. Et je crois que dans les croyances du conseiller, ça ne va pas avec Routier. Mais la jeune fille qui ne manque pas de répondants lui dit « Ah, mais tu ne vas pas me la faire. J'ai regardé Routier. Routier, tu n'as pas besoin de décharger le camion. Donc, t'arrêtes. » Voilà. Et en fait, sur une question qui n'est pas mauvaise, elle est intéressante. Elle arrive juste en premier. Et le fait d'arriver en premier renvoie la posture du conseiller de façon, en tout cas, elle est interprétée. C'est peut-être une question dont je n'ai pas parlé pendant cette présentation, mais plus on est clair sur nos intentions et qu'on les partage avec l'autre, et moins on risque qu'elles soient interprétées et que du coup, ça fausse complètement la relation de confiance. Et parfois dire « mes intentions ne sont pas de remettre en cause ton projet, mais je veux m'assurer que tu envisages tous les risques qu'il y a à s'aventurer dans ce projet-là. Je veux le rendre plus fort en te faisant estimer ce qui peut arriver. » Voilà. Le partage de la conduite d'entretien fait partie de l'expertise du conseiller et je crois qu'on fait confiance aux gens qui sont clairs avec ce qu'ils sont, qui sont transparents, qui sont conscients de ce qu'ils font, cohérents, ils affichent quelque chose et c'est effectivement ce qu'ils font. Les Canadiens disent les bottines ne suivent pas les babines, pour montrer ces pratiques-là qui consistent à dire des choses et en fait suivent d'autres choses. Et qui sont enfin transparents, ils partagent ce qu'ils font. La deuxième question, c'est où commence et où s'arrête le rôle du conseiller, parce qu'évidemment, les gens viennent avec un projet, mais avec une vie également et un ensemble de difficultés. Et quand ils rencontrent un conseiller qu'ils estiment être en capacité de les faire avancer, ils vous soumettent absolument tous les... Enfin, ça déborde du projet et la confiance instaurée va créer d'autres difficultés, comme sortir de la fiche de poste et faire autre chose. Ceci dit, Yves Clos dit un professionnel, être professionnel, c'est chaque fois que vous sortez de la fiche de poste. Donc entre les deux, voilà, faut trouver. C'est une question personnelle. L'incertitude, je ne vais pas aller beaucoup dessus, vous en parlez beaucoup, avec un contexte particulier quand même, c'est que les projets ne sont pas des réponses à une attente de l'environnement. Les projets ne répondent pas à une demande du marché, ils naissent de l'envie des acteurs, actrices, et leur réussite, du coup, est fortement influencée par des questions de hasard et d'incertitude, avec, si j'ai bien compris, des financements qui sont plutôt orientés sur les nouveaux projets, sur l'innovation, que sur la pérennité des projets. Donc cette donnée-là vous renvoie une responsabilité, la culture étant un des éléments essentiels qui construisent, qui renvoient une image de la société et qui construisent par là même la société de demain. La question de valider ou invalider des projets est vraiment essentielle et doit poser chez vous des questions éthiques assez prenantes. 87% des répondants disent qu'ils sont en mesure d'identifier leurs besoins réels. Bon, quand vous accompagnez, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Et puis, pour conclure, les métiers de l'humain, il faut comprendre que ces pratiques sociales de terrain ont un fort pouvoir de transformation sociale. Jean Guichard dit que c'est des métiers hautement politiques parce que à travers ces métiers, on participe à la répartition des richesses dans le monde. Lui, il travaille sur l'orientation, la manière dont vous accompagnez les personnes à accéder à leur désir d'évolution sociale ou à
être dans une pratique adéquationniste va être déterminante. Le Bossé, qui donc a développé une démarche de développement du pouvoir d'agir, dit si 10% de la population mondiale des conseillers accompagnateurs utilisaient le développement du pouvoir d'agir, ça changerait la face du monde. Mais cette fonction, qui est une fonction anthropologique dans une société, c'est celle qui oriente la société, est sous contrôle. Et il y a une certaine opacité dans les commandes. Par exemple, dans les centres sociaux, on commande la participation des habitants, de ceux qui sont dans l'ombre ou qui sont suivis par personne. Et puis finalement, les centres sociaux organisent des débats participatifs où ils vont donner leur point de vue qui ne sera jamais retenu, ni même exploré. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. J'ai pas mal de ressources de sociologues qui travaillent sur cette question de la participation et de la crise démocratique. Donc, à nous de définir les contours d'un métier difficile et complexe. Sinon, c'est à nous de définir la définition, à travers la définition de principes d'action, mais ça, c'est un travail collectif, c'est un travail entre pairs pour définir ces contours dans la structure, mais aussi à travers les partenaires, être d'accord sur des principes d'action. Principe d'action que je vois apparaître dans les équipes, c'est je propose rien avant qu'on soit d'accord sur quel est le problème. Ça, c'est un principe d'action qui pose le tenir conseil en début d'entretien et cette question-là de co-construire le problème avant de proposer quoi que ce soit sur un mode expert. Et puis, deux éléments pour travailler sur ces indicateurs et deux éléments que j'utilise beaucoup quand j'ai accès à une équipe complète dans une structure. Je mets en place aujourd'hui des dispositifs d'analyse de pratique en autogestion. J'ai beaucoup fait de l'analyse de pratique sur les équipes. On a le financement pour la première, deuxième année, avec un peu de chance sur la troisième, puis la quatrième, on n'a plus le financement. Du coup, j'ai imaginé un dispositif où les personnes, les conseillers, puissent faire de l'analyse de pratique en autogestion. J'ai pratiqué, j'ai fait la même chose que vous devez faire, c'est-à-dire transmettre des outils. Je forme ces personnes à l'analyse de pratique et du coup, le dispositif est inscrit dans la structure de façon pérenne. Donc, il faut travailler sur la lisibilité des pratiques, il faut définir les fondements, les principes communs, la vision politique. Je prends des équipes avec leur conseil d'administration pour définir les finalités. La finalité de la mission locale, ce n'est pas l'emploi. En tout cas, ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas d'impact sur l'état du marché du travail. Donc, où se situent les finalités d'une organisation ? Définir les critères d'un bon accompagnement en coopération avec le public. Et comme ça suffit moyennement, je suis rentrée dans un nouveau dispositif, un dispositif de recherche-action, formation, où en fait, j'initie la démarche de recherche dans des équipes qui deviennent chercheurs des questions sur lesquelles elles butent. Donc en fait, un groupe, j'ai fait ça dans le CEP, dans le Conseil en évolution professionnelle, des professionnels qui décident de faire partie de ce groupe de recherche vont constituer une structure de recherche et vont utiliser, et là je leur transmets la démarche et les outils de recherche pour regarder les problématiques de terrain qu'ils rencontrent et les travailler avec l'outil de la recherche, avec le secret espoir de restaurer ou d'instaurer une communication, une relation, une discussion entre le terrain et la gouvernance, parce que finalement en France, les dispositifs sont conçus, les professionnels disent hors sol, c'est-à-dire sans interroger les principaux intéressés, les professionnels et le public. Donc là, il s'agit de réinstaurer un dialogue entre le terrain et la gouvernance en amenant des professionnels à arrêter de dire des choses qui sont très pauvres finalement et pas du tout représentatives de ce qu'ils font.